Et bonjour, bonsoir si tu regardes ce podcast sur YouTube. Et bienvenue du coup pour ce petit bilan du mois de décembre de mes achats manga. J'ai pas tout lu sur ces achats. Ça, on pourra l'aborder sur une seconde partie, sur une autre VOD que tu pourras découvrir sur ces lectures. Mais pour le moment, on va juste du coup aborder les achats de ce mois de décembre qui ont été plutôt copieux. Et sans plus tarder, on va déjà commencer par une fin de série, il me semble, car ça devait être une série en 5 tomes. J'ai un doute, faudrait que je vérifie. Il s'agit de Migi et Dali, le tome 4 et 5, de Feu Namisano, qui nous a quittés l'année dernière. Et salut PJ, qui nous a quittés l'année dernière. Donc manga qui raconte l'histoire de jumeaux qui se font adopter par une famille britannique, il me semble. Sauf que cette famille pense n'adopter qu'un seul fils, finalement. Et les jumeaux se prêtent à un jeu d'échanger leur position, en fait, sans que cette famille les découvre. On est sur de l'amour. On est sur de l'humour, pardon, totalement absurde. Comme c'est très bien, enfin, savait très bien faire Namisano. Pour le moment, j'ai lu que le premier tome, pour être honnête. Je voulais me garder le bonheur de découvrir toute la série d'un coup. Et donc ça sort chez Komiku. Et ce sera sûrement un des titres que je vous ferai une review en début janvier. Et ceux qui sont habitués à la chaîne savent très bien que si je dis que je vais faire une review début janvier, celle-ci ne sera jamais disponible début janvier. Ensuite, bon ça c'est l'achat parce que ça sort chez Moonlight et que je fais tous les Moonlight. C'est Studio Cabana, le tome 4 et 5. Bon, je vous l'avais déjà dit à la lecture des premiers tomes, c'est pas ce qui me botte le plus, je comprends pas trop la hype autour du titre. Pourquoi pas, il faut bien des titres moins bons de temps en temps, et pour moi Studio Cabana en fait partie. Mais j'achète comme un pignouf, parce que c'est écrit Moonlight dessus, et que je suis un peu timbré. Oh bah tiens, le titre droite et gauche. Le titre droite et gauche. J'ai pas compris. Désolé raton, j'ai pas compris. Ensuite, achat suivant, ça qui date pour le coup de tout début décembre. Pareil, j'ai lu que le premier tome, et là faut que je lise simplement les tomes 2 et 3 du Un dragon dans ma cuisine, qui raconte l'histoire d'une artiste. Alors il me semble que c'est une étudiante en art. Une étudiante en art en Norvège de souvenir, dans l'Europe de l'Est, dans les années 80, qui découvre un beau jour un œuf qu'elle va couver et découvrir que cet œuf contient un dragon qu'elle va élever. Donc c'est une petite tranche de vie yashike très sympathique, et on va voir la personne évoluer et ce dragon grandir dans un pays, enfin dans un univers fantastique pour le coup. Le dessin est sympathique, c'est pas celui qui m'ambiance le plus, à vrai dire. C'est pas le plus beau, c'est dans... On va dire que c'est dans les carcans habituels de 2024. Mais c'est une histoire qui est très très sympathique pour ce Josei qui sort chez Nobinobi. Et que je vous conseille. Migi et Dali, droite et gauche, en Jap. C'est une vanne nulle, en effet. C'est une belle vanne nulle. Second manga que j'ai pas mal critiqué sur cette chaîne, et qui pourtant je continue de l'acheter, et je suis toujours bloqué au même tome dans ma lecture alors que je continue de les acheter inlassablement. Il s'agit de Frieren, le tome 12 et 13. Pourquoi je n'aime pas... Enfin, c'est pas que j'aime pas Frieren, j'aime beaucoup Frieren, ce que c'était au tout début. Et je suis toujours bloqué dans mon tome 5, avec l'arc de tournoi nul, là. Il faudrait que je passe ça, parce que tout le monde me dit que oui, non, mais la suite, t'inquiète, c'est bon, c'est plus un arc de tournoi, c'est plus le shonen classique. Ouais, mais quand même. Je trouve ça triste d'avoir calé un arc de tournoi.
Et donc je suis bloqué dans ma lecture. Donc Frieren, bon, je vais pas faire... Est-ce que je vous fais l'affront de vous expliquer c'est quoi pour la VOD? On va dire que ouais, Frieren c'est l'histoire d'une elfe qui vit très longtemps vu que c'est une elfe. Et donc l'histoire se débute sur finalement la fin d'un voyage de l'histoire classique d'un groupe de héros qui va vaincre le roi des démons. Et on arrive à la fin de ce voyage, 50 années plus tard, où Frieren commence à perdre la plupart de ses camarades, vu que eux meurent de vieillesse, pour la plupart. Et elle va devoir faire un second voyage avec des nouveaux disciples. Initialement pour, soi-disant, récupérer des livres de sorts pour sa collection. Mais on verra que ça va bien plus loin, car peut-être que le roi des démons ou une nouvelle engeance maléfique refait surface. C'est sympathique, bon pareil, ça, niveau 13, ça casse pas 3 pattes à un canard, je trouve. C'est ce qui est classique de nos jours. Donc c'est beau, hein, mais ce n'est pas non plus... ça ne sort pas du lot, dirons-nous. Mais c'est bien raconté, c'est une histoire très cool, en tout cas pour le début, sur les 5 premiers tomes. Je vous avais présenté, il me semble, l'artbook, le mois précédent. J'avais aussi pu acheter, où j'ai été très déçu pour le coup, parce que ça reprend juste les covers des mangas pour la plupart, quelques illustrations supplémentaires, mais pas de storyboard, très peu de contenu nouveau finalement, qui moi m'a du coup très déçu. Voilà. Pour Frieren chez Kiyun. Et pourquoi aussi j'ai du mal avec Frieren, c'est parce que ça a totalement éclipsé un autre manga qui est sorti avant, en plus, il me semble, au Japon, et qui, en fait, reprend ce qu'est Frieren au début de l'histoire, mais ne va pas dévier dans des arcs de tournoi à la con. Il s'agit de Wandering Witch, qui vient de se terminer. Malheureusement, le manga s'arrête au tome 6, alors que le light novel, lui, au Japon, continue. Wandering Witch, qui raconte donc l'histoire de la sorcière des cendres, de son pseudo qui est... de son nom, attention, je ne l'ai plus, Elena, qui est une sorcière qui, donc, vagabonde au travers l'univers dans lequel elle évolue. Pour faire une sorte de voyage, même pas initiatique finalement, parce que c'est une jeune diplômée de l'école de sorcellerie, mais plutôt pour découvrir en fait le monde, et au travers de son périple, chaque chapitre va raconter l'histoire d'une rencontre qu'elle va faire, et va essayer d'aider la personne. Et je trouve que niveau poétique, niveau voyage, niveau intérêt, Wandering Witch fait vraiment ça mieux que Frieren, pour le coup au début, sauf que Wandering Witch c'est un peu plus niche, donc quasi personne n'en a parlé, et ce qui est vraiment dommage, parce que pour moi c'est bien mieux que Frieren sur ce que ça essaye d'aborder. Alors il n'y a pas la notion de temps qui passe et de perdre ses proches, ce qui pour le coup ne peut pas avoir lieu dans Wandering Witch, parce qu'on n'est pas sur une elfe comme personnage principal. Mais tout le reste, toute la poésie qui se dégage du titre est vraiment mieux dans Wandering Witch. Et moi je vous conseille de le tester, au moins, voire de l'acheter, que ce soit le manga, le light novel ou l'animé, car il me semble qu'il y a un animé, et de lui laisser sa chance, quitte à le lire en parallèle de Frieren. Donc je vais pas ouvrir trop le tome 6, pour pas me spoiler la fin, parce que du coup je n'ai pas encore lu le 5 et 6. C'est une série qui a mis un peu de temps à finir, pour le coup, dans nos contrées. Kurokawa ayant la fâcheuse tendance d'oublier ses titres. Alors je vais pas dire dans des fonds de tiroir, mais pas loin. Quand les ventes ne sont pas au beau fixe. J'allais dire mon dernier manga, mais non, on est loin d'être l'avant-dernier. Mais un titre, en tout cas, que je vous avais survendu, je pense, tellement je l'ai apprécié et que je continue de l'apprécier. Il s'agit du fantastique voyage de Nicolas au pays des démons. Un slice of life tout mignon qui reprend pas mal de codes de Yotsubato.
On va suivre l'histoire d'une petite fille qui a été recueillie par un démon et qui vont évoluer dans le monde des démons, là où les humains en fait sont un peu des monstres, perçus comme des monstres finalement. Donc on a un peu cette relation inversée entre démons et monstres. Pour ce manga donc, qui est totalement un Higashike et qui est vraiment très bien dessiné, je trouve. Cette patte enfantine, mais avec beaucoup de détails, est vraiment très très cool. Des personnages qui sont très très attachants dès le premier tome. C'est une série qui va se finir en 3 ou 4 tomes de souvenirs. Et un dessin sur un papier en fait qui n'est pas en noir et blanc, mais qui est sur plutôt une nuance de marron pour le sombre. Chose qu'on a pas mal pu voir lors de la fin de l'année 2024, où il y a beaucoup de mangas qui sont sortis comme ça, avec un noir qui n'est pas tout à fait noir, mais qui est plus coloré. Je pense notamment à Planetarium Ghost Travel, que j'aurais dû vous sortir sur la chaîne. Malheureusement, il y avait eu un problème sur la dernière VOD. Donc on en reparlera en même temps que le tome 2 qui sort en janvier. Qui lui a pour le coup... est en blanc et le noir est remplacé par du papier bleuté, par de l'encre bleutée. En tout cas, une très très bonne série qui pour moi fait sûrement partie des meilleures séries de 2024. Si ce n'est la meilleure, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une des séries que j'attendais le plus en France et qui a pu sortir grâce à Nobi Nobi. Petit passage très rapide sur Atome que j'ai reçu, que j'ai pas lu, comme tous mes atomes finalement, que je prends en version cartonnée parce que ça dure plus longtemps. Alors attention, on va ouvrir. Hop là, incroyable, pas de boob. Ah, des fesses, vous n'avez rien vu. Tu n'as rien vu, YouTube. Atome, donc, magazine autour du manga. Pas mal d'auteurs très connus. Des cahiers critiques que moi je ne me retrouve toujours pas dedans. J'ai l'impression souvent qu'on n'a pas lu la même chose. Donc là, sur le manga de sport ou le goût du défi. Bon, c'est pas le tome, je pense, où je vais le plus trouver des choses qui m'intéressent dedans. Atome, moi je m'en sers surtout pour un peu comme encyclopédie, vu qu'il y a pas mal d'interviews. Et qu'il y a des épisodes, enfin des tomes qui moi m'intéressent plus que d'autres et qui font de très très bons hors-série quand il s'agit de sujets, notamment celui sur l'horreur, qui est vraiment une pépite d'informations sur l'histoire du manga d'horreur. Il y a des choses très sympathiques, même si je lis pas tous les tomes à chaque fois. Je trouve quand même des petites choses qui m'intéressent dans chacun, et c'est pour ça que je continue finalement de le lire. Et le prochain d'ailleurs qui va sortir en janvier normalement est sur Go Tanabe. Il a pas mal d'actu pour le mois de janvier. Ma théorie c'est que Frieren est supérieure grâce au fait qu'elle a des collants que son anime récent. Celui de Wandering Witch date de 2020. Ouais, celui de Wandering Witch date de 2020. Mais même au moment où il n'y avait pas encore d'anime pour Frieren, notamment lorsqu'il y avait juste le manga qui sortait en France, je trouve qu'il y a beaucoup de vidéastes qui ont omis de parler de Wandering Witch, peut-être par, je vais pas dire par flemme, et par biais intellectuel, parce que c'était pas la grosse actu, c'est pas le manga montant du Japon, c'est pas ce qui faisait cliquer finalement. Alors que Wandering Witch a quand même, je trouve, beaucoup plus de qualité, c'est bien dommage qu'on l'ait sacrifié sur l'autel du clic. Nouveauté qui est sortie chez Meian. Il s'agit de School Live. Alors, je suis désolé, il paraît que c'est archi connu, que l'animé est très très populaire. Moi, je connaissais pas du tout. J'ai juste vu des filles dans une apocalypse zombie qui font des trucs cool. Vas-y, vas-y, je prends. Et en effet, c'était cool. Alors, j'ai pu avoir que le tome 1. En soi, mon tome 2, je l'ai acheté. Sauf que mon tome 2 est arrivé avec un énorme coup de cutter. Et tous les tomes de mon libraire avaient un coup de cutter. Donc j'attends de recevoir le tome 2. Mais donc on suit l'histoire de 3 collégiennes, lycéennes, je sais plus. Il me semble que c'est des lycéennes.
qui survivent dans leur école infestée de zombies suite à une apocalypse zombie. Et on se rend compte très vite que le personnage principal est un peu starbé, qui a peut-être eu un choc post-traumatique, qu'elle voit des personnes qui n'existent plus, et qu'elle est un peu dans son univers comme s'il n'y avait jamais eu d'apocalypse zombie, ce qui dénote du coup, bien sûr, avec la réalité des choses. Et ses deux camarades essayent de la préserver de la dure réalité. Bah c'est sympathique, moi j'ai bien aimé. Pour le moment, ça... Alors c'est une histoire classique, on va dire, pour le moment, de cute girls doing cute things, dans les relations des personnages. Mais vraiment l'originalité d'avoir cet apocalypse zombie donne tout son charme au titre. Et j'ai très hâte de voir la suite, même si je pensais pas que ça allait autant tabasser. Parce que ça tabasse quand même pas mal du zombie. Donc très hâte de découvrir la suite, et il paraît que c'était très attendu en France. Suite et fin pour Momo's Medical History. Titre que je vais sûrement du coup aborder dans une review qui apparaîtra par la suite, où on suit l'histoire de Momo, qui est un médecin royal d'un pays dans lequel le prince est mourant. Et Momo est donc un médecin chirurgien, qui est le médecin chirurgien dans l'univers, qui est vraiment au top du top. Tout le monde le connaît. Et il va faire un voyage pour essayer de trouver un écrit qui expliquerait comment faire revenir les morts à la vie. Et donc Momo, pour sauver le prince qu'il apprécie tant, va faire ce voyage pour essayer de trouver ses écrits. Et en fait, chaque chapitre est une excuse pour traiter un nouveau type de maladie, un nouveau problème de santé, et de le rapprocher peu à peu de son objectif, car chaque arrêt va lui permettre d'apprendre des informations sur là où est le fameux écrit de médecine. La série est vraiment vraiment cool, pour le coup, en 3 tomes. J'ai franchement adoré. La fin était peut-être un peu facile, dirons-nous, on se doute de ce qui va se passer à la fin, même si un rebondissement assez sympathique. En tout cas, pour moi, c'est une très belle pioche de la part de Panini Manga. Pour le coup, d'habitude, je me retrouve pas du tout dans leur nouveauté et dans leur raclage de fond de tiroir. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une très très bonne série que je vous conseille. Et j'espère qu'ils vont faire l'effort de sortir un one-shot de l'autrice, ou de l'auteur, je ne sais pas, du mangaka en tout cas, qui a créé le scénario. Il me semble que le duo a toujours travaillé ensemble, notamment donc pour le one-shot que j'aimerais bien qu'il sorte, qui en fait se place des siècles et des siècles avant l'histoire de Momo's Medical History, et qui en fait retrace la création des écrits que Momo cherche. Et donc je trouve un intérêt à pouvoir sortir ça, en dire, bah du coup on a l'histoire complète, on sait comment Momo a fait son chemin pour trouver ses écrits, et on sait comment ces écrits ont été créés. Petit épisode dont on parle dans le tome 3. Chose qui m'a assez surprise sur un des tomes, alors il me semble que c'est le tome 3. L'autrice met des notes de chapitre au début ou à la fin de chaque chapitre, et non pas à la fin des tomes. Ce qui m'a un peu surpris, parce qu'à un moment elle dit ok, cette note de chapitre là, vous la lisez pas, mais revenez sur le chapitre à la fin, parce qu'il va y avoir un écho sur ce qui s'est passé. Et du coup, je trouve un peu la structure, enfin le sens de lecture un peu spécial du coup, parce que l'auteur te demande, enfin l'auteurice te demande, non, lis pas tout de suite cette note, va à la fin s'il te plaît, puis tu reviens et puis tu feras waouh. Et bon, un peu décousu de ce côté-là, un peu surprenant, mais ça n'entache pas l'histoire, qui reprend également pas mal de faits finalement historiques. Parce qu'il s'inspire beaucoup de techniques médicales qui sont vraiment passées. Et l'univers est une espèce d'énorme melting pot entre plusieurs pays. Enfin, dans les pays dans lesquels il voyage, on va dire que c'est pas mal du 18e, 19e, mais il y a aussi des faits qui sont très médiévaux dans l'histoire. Et on arrive sur mes derniers achats pour ce mois-ci.
Il s'agit de Today's Burger, le tome 6 et 7. Donc je vais très certainement vous reparler sur la chaîne parce que je me suis peut-être enchaîné les 5 tomes que j'avais de retard. Today's Burger qui raconte l'histoire de cette personne dont je n'arrive pas à retrouver le nom, Satoshi Jinguji. Très difficile à retenir. Qui est un ancien employé d'une grande firme agroalimentaire japonaise qui décide du jour au lendemain de tout arrêter pour créer son propre restaurant d'hamburger. Sachant qu'il a un but dans la vie, c'est de faire en sorte que l'hamburger retrouve des lettres de noblesse et ne soit plus qu'un simple aliment de fast-food, mais plutôt qu'on lui dise « Ok, le hamburger a des qualités, ça peut être sain quand c'est bien préparé, etc. » Et ça, c'est son but. Et en fait, on va le suivre dans sa carrière, finalement, de restaurateur, et on va être sur des intrigues dans lesquels en fait il y a des personnages des personnages parfois récurrents qui vont venir, qui vont avoir des problèmes, et le héros va réussir à leur faire voir la source du problème ou leur faire se rendre compte de certaines choses à ces autres personnages par le biais des burgers qu'il va préparer. Et en fait, chaque chapitre est donc une excuse pour créer un nouveau burger, raconter l'histoire d'un burger qui, pour le coup, semble avoir vraiment des sources historiques. Sur les localisations, sur les ingrédients, etc. Donc on parle pas mal notamment de techniques, de cuisson, de burgers liés à des régions du monde. Beaucoup les États-Unis, mais on parle aussi de l'Europe, on parle aussi d'Asie, etc. Et en plus, en trame de fond, donc, on le voit évoluer au sein de ses relations professionnelles, notamment avec ses fournisseurs, avec d'autres concurrents, ou encore donc dans son objectif de faire valoir finalement les lettres de noblesse des burgers. Et c'est une série vraiment que j'adore pour le coup. C'est le gourmet solitaire mais avec une vraie histoire. Pour moi en fait c'est une fusion parfaite entre le gourmet solitaire, donc l'œuvre de Taniguchi, si je dis pas de la merde, et une série qu'on n'a pas en France qui s'appelle Oishinbo, qui est l'histoire d'un critique culinaire qui il arrive des aventures avec énormément de personnages récurrents de la même manière. Et en fait, pour moi, c'est le parfait mix entre ces deux mangas, ce qui fait que pour moi, Today's Burger, à l'heure actuelle, c'est une des meilleures sorties qu'on a en France côté gourmet manga. Je pense que ça plaira pas à tout le monde, parce que c'est vraiment de la tranche de vie, et vraiment avec cet aspect très monde professionnel qu'il faut apprécier. Même s'il y a des petites amourettes en fond supplémentaires. Et étant donné qu'on n'a pas Oishinbo en France, pour moi c'est une bonne porte d'entrée finalement dans cet univers des gourmets de manga qui raconte quand même des choses. Ça donne envie, c'est fou comme Food Wars ou c'est réaliste. Non, pour le coup c'est vraiment très très réaliste, je vais pouvoir vous montrer. Il n'y a pas de personnage qui se déshabille au doux goût de la viande. On est vraiment sur quelque chose de très très réaliste. Les personnages, je les trouve très très cool. On est souvent sur des personnages outils, mais c'est plutôt bien utilisé. Pour le trait, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Pareil, c'est dans les basiques de 2024, qui encore une fois, je le dis, c'est pas une critique, du coup c'est beau en fait. On est arrivé à un tel point au niveau technique, notamment en numérique, que le manga de nos jours est quand même plutôt de très très bonne facture en termes de traits. Mais donc c'est très très réaliste pour le coup. Alors, chose qui est incroyable pour le coup, pour moi un gourmet manga est bon s'il te donne envie de manger, si les dessins de bouffe te donnent envie de les manger. Bah ici ça donne pas forcément envie. En fait, il manque la couleur, du coup, tu ne peux pas voir... voilà, les dessins de burger te donnent pas si envie, pour le coup, comparé à d'autres plats. Mais en fait, c'est quand on t'explique la recette que ça te donne vraiment envie, pour le coup. Et ça, je trouve que c'est assez marrant que ça te donne faim par la recette et pas par le plat final. Même si ça donne envie de voir des bons gros burgers comme ça, avec des énormes crocs à l'intérieur.
Et donc ouais, je pense que actuellement avec What Did You Eat Yesterday, qui sort dans la même collection chez Soleil Manga, la collection gourmet, je pense qu'on est sur un des meilleurs titres en France niveau gourmet manga. Si on veut un petit peu étendre sa connaissance autour de ce genre, et surtout arrêter d'acheter chaque année la réédition du gourmet solitaire, parce qu'il y en a un peu marre qu'il y ait une réédition chaque année. Enfin voilà. Collection gourmet que je vous conseille hein, du coup, parce que pour le moment ils ont sorti vraiment que des très très bons titres. Dont des one-shots, des séries courtes pour le moment, enfin des séries qu'on sait qui seront courtes. Comme To Death Burger qui me semble finit en 17 tomes de souvenirs. La Reine des Gyoza qui est en un seul tome également. Et Solo Camping for Two qui est pareil, un de mes mangas de camping. Un de mes mangas de camping préférés du moment. Ça va être tout pour cette partie achat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes jusque là. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne. Salut!